Me revoilà à nouveau. Donc je vais vous exposer mon point de vue de pharmacovigilant, car les bilans allergologiques, comme vous avez pu le voir, peuvent nous aider grandement. Mais au-delà du bilan d'allergologie, lorsque celui-ci est négatif et que vous avez réellement une éruption cutanée pour votre patient, ou comme l'a dit le docteur Collet, lorsqu'on a d'autres types d'atteintes comme des pneumopathies ou des hépatites, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, je vais vous suggérer, je vais tenter de vous démontrer que c'est à ce moment-là qu'il faut penser aux centres régionaux de pharmacovigilance et aux pharmacovigilances qui peuvent vous permettre de mener des enquêtes. Et je vais vous présenter quelques dossiers de pharmacovigilance de manière succincte. Donc, notre premier dossier de pharmacovigilance concerne un enfant de 2 ans et demi qui est traité par ceftriaxone pour une méningite à pneumocoque. Suite à son traitement, il va avoir une bonne évolution clinique avec une diminution de la fièvre et de la protéinorachie au LCR. Cependant, après 8 jours de traitement par ceftriaxone, notre jeune patient va présenter une fièvre à 39 degrés associée à des frissons, des douleurs abdominales importantes, une éruption morbilliforme sur le tronc, des adénopathies, de la fatigue et des arthralgies très importantes. L'évolution sera favorable après arrêt de la ceftriaxone, les médecins ayant soupçonné une éruption cutanée sous ceftriaxone et un traitement par antihistaminique. Donc notre jeune patient va pouvoir bénéficier d'un bilan allergologique, mais qui sera négatif. Et l'allergologue, devant cette symptomatologie, va transmettre le cas au centre régional de pharmacovigilance, car il soupçonne un autre type d'hypersensibilité. Donc comme vous pouvez le voir sur cette classification, il existe 4 types d'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité immédiate ou allergie vraie de type 1, les hypersensibilités de type retardé que nous avons pu voir avec le docteur Collet avec les syndromes de Stevens-Johnson, les Lyell et les Dress. Et dans notre cas, nous pensons à une hypersensibilité de type 3. Donc c'est une hypersensibilité qui est médiée par un dépôt de complexe humain. Donc notre médicament où la peine, son métabolite, va se lier aux anticorps et ils vont former un complexe immunitaire qui va se déposer sur les parois tissulaires, provoquer une inflammation en activant le système du complément et des lésions tissulaires. Et ces tableaux cliniques que nous retrouvons dans les hypersensibilités de type 3 sont surtout des vascularites, des glomérulonéphrite, mais ici, dans ce qui nous concerne, des maladies sériques. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces fameuses maladies sériques, ou pseudosériques pour ce qui est le cas pour les céphalosporines. Donc les maladies sériques sont souvent provoquées par des céphalosporines, majoritairement les céphalosporines de première et de deuxième génération, dont la plus connue est le céphaclor pour donner ce type de maladie. Donc là, nous étions sur une C3G avec la ceftriaxone. La clinique, donc, c'est une éruption cutanée, plutôt de type urticarienne ou morbilliforme, à laquelle est toujours associée, c'est ça qu'il faut retenir, des arthralgies, des adénopathies et de la fièvre. Donc c'est réellement le message à retenir sur ces maladies sériques. Le délai de survenue est d'1 à 3 semaines après l'introduction du traitement antibiotique. L'arrêt du traitement va donner une évolution favorable et il n'existe aucune réaction croisée avec les autres céphalosporines lorsque vous avez une maladie sérique. On contre-indique de principe la molécule de base jusqu'à ce qu'un bilan allergologique soit effectué. Enfin, on parle de pseudo-maladie sérique pour les céphalosporines car on a une fraction du complément qui est conservée et l'absence de complexe immunitaire lors des bilans biologiques. Passons à un deuxième dossier de pharmacovigilance. Donc, ce dossier de pharmacovigilance concerne un patient de 69 ans qui va présenter une défaillance multiviscérale suite à un choc septique dans un contexte de péritonite purulente. Notre patient ne va pas bien du tout et se retrouve pris en charge en réanimation. Donc là, je n'ai pas des belles photos, moi j'ai des chronologies. Voilà, les pharmacovigilants travaillent avec des chronologies. C'est notre outil principal de travail. Et donc sur nos chronologies, on observe tous les bilans biologiques qu'on veut bien mettre ou toutes les informations qu'on veut bien mettre. Et donc ici en jaune, je vous ai mis des plaquettes avec tous les traitements pris par le patient. Donc en réanimation, les réanimateurs vont se rendre compte que le patient va présenter une thrombopénie importante à 48 giga par litre, ici le 28 juin, et vont forcément envisager une thrombopénie induite à l'héparine, notre patient étant depuis 8 jours sous héparine sodique. Pour ce faire, ils vont confirmer un test TIH rapide positif et en attendant les autres tests pour confirmer la TIH, le patient va donc passer sous Orgaran à partir du test positif. Malheureusement, les réanimateurs constatent que la thrombopénie continue et s'aggrave même jusqu'à 18 giga par litre le 1er juillet 2018.
Donc là, ils s'interrogent et ils ne savent plus quoi faire et ils demandent de l'aide au pharmacovigilant. Le pharmacovigilant va étudier cette chronologie et identifier s'il peut trouver d'autres suspects potentiels. Donc, juste avant la survenue de la thrombopénie, il va trouver que du paracétamol, du néfopam, de la cordarone et de la tazocilline ont été introduits dans les 48 heures précédant la diminution des plaquettes. Donc là, le pharmacovigilant se dit c'est quand même un délai de survenue très rapide, 48 heures pour une thrombopénie. Apparemment, si c'est périphérique, immunoallergique, est-ce que peut-être une de ces molécules n'aurait pas été précédemment introduite lors des hospitalisations du patient? C'est là qu'en remontant un petit peu dans le temps, le pharmacovigilant observe une première thrombopénie, ici, le 12 juin, à 103, s'aggravant jusqu'à 15 gigas par litre et se résolvant spontanément. Et le principal traitement suspect à cette thrombopénie est la tazocilline, puis paracilline, tazobactam. Bon, je pense que vous m'avez vu venir. Donc, introduite 4 jours avant la survenue de la première thrombopénie. De plus, nous avons un test ELISA qui sera négatif et qui infirmera la TIH. Donc, schématiquement, on peut voir que lors de notre première cure de tazocilline, nous avions une diminution des plaquettes qui s'est résolue spontanément après l'arrêt de la tazocilline et que lors de notre réintroduction de tazocilline, une deuxième diminution des plaquettes très importante de résolution spontanée après l'arrêt de cette tazocilline. Enfin, voyons maintenant le mécanisme d'action de ces thrombopénies immunoallergiques. Donc, nous avons notre médicament, son métabolite, qui va se comporter comme un aptène et qui va se lier à la membrane de nos plaquettes. Une fois lié à la membrane de nos plaquettes, nous avons nos anticorps anti-aptènes qui vont venir se fixer ici et activer le système du complément. Une fois le système du complément activé, vous aurez une destruction des plaquettes qui vont provoquer des thrombopénies. Ces thrombopénies immunoallergiques sont plutôt très rares. Elles provoquent plutôt des risques de saignement plutôt que des risques de thrombus comparés au TIH, même si c'est toujours possible, avec à la clinique un purpura cutanéo-muqueux et une hématurie. Le délai de survenue lors de la première prise du traitement est de 5 à 10 jours après l'introduction de celui-ci. Les thrombopénies sont résolutives spontanément à l'arrêt et lors d'une réexposition, comme on a pu le voir dans notre cas, nous avons une récidive précoce de ces thrombopénies. Donc, ces thrombopénies immunoallergiques sont une hypersensibilité de type 2 médiée par les anticorps IgG et IgM. Voyons enfin un dernier dossier de pharmacovigilance. Il s'agit d'un patient de 49 ans qui est pris en charge aux urgences pour douleurs abdominales et vomissements. Donc, on se constate à son bilan biologique qu'il a une importante hépatite cytolytique avec une légère cholestase, et le diagnostic différentiel va être totalement négatif en ce qui concerne les infections virales provoquant des hépatites ou aussi le diagnostic d'auto-immunité. Donc c'est là que les cliniciens demandent de l'aide à la pharmacovigilance qui va mener son enquête et qui va retrouver l'introduction d'amoxicilline acide clavulanique pour une plaie au doigt, juste 2 jours auparavant. Donc là, le pharmacovigilant s'interroge et se redit encore à nouveau 2 jours de délai pour la survenue d'une hépatite cytolytique aussi important pour de l'amoxicilline acide clavulanique, ce n'est pas quelque chose d'hépatotoxique. C'est surprenant. Donc, à partir de là, je vais quand même mener une enquête un peu plus approfondie, voir s'il n'y a pas d'autres diagnostics différentiels qui n'ont pas été explorés. Donc, le pharmacovigilant décide de faire une petite remontée dans le temps et de plonger dans le dossier du patient. Il constate qu'un mois plus tôt, on a eu une écho-endoscopie qui n'a pas mis en évidence de lithiase biliaire ni de dilatation des voies biliaires. Donc tout va bien de ce côté-là. Une sérologie avait été effectuée en décembre 2017 et avait montré des sérologies négatives pour tous les virus hépatotropes. Le patient avait également subi une bili-IRM en octobre 2017, où là, pareil, on n'a rien mis en évidence, mais cette bili-IRM n'est pas arrivée n'importe comment comme ça. En effet, le patient a déjà eu une hospitalisation, une prise en charge aux urgences le 3 octobre avec des douleurs abdominales et une cytolyse importante. Donc là, forcément, on s'interroge et on recherche à savoir quel traitement il a pu avoir avant cette hépatite cytolytique et on retrouve de l'amoxicilline introduit 8 jours auparavant. Donc, cette amoxicilline a un délai de survenue un peu plus correct de 8 jours, parce que normalement, une hépatite cytolytique survient entre 5 et 90 jours après l'introduction d'un traitement. Et là, notre pharmacovigilant se dit qu'il a bien une hépatite immunoallergique sous amoxicilline. Donc tous ces dossiers de pharmacovigilance
pour tenter de vous convaincre et pour vous montrer et mettre en évidence qu'il existe une collaboration importante entre les services cliniques, y compris l'allergologie, et les centres régionaux de pharmacovigilance, que nous sommes là pour vous aider au diagnostic différentiel des pathologies que présentent vos patients, quitte à détecter des maladies iatrogènes. Et pour ce faire, vous pouvez nous contacter facilement. Vous avez tous les coordonnées des centres régionaux de pharmacovigilance de vos régions. Donc ici, vous avez le centre de Bourgogne, qui se situe au CHU de Dijon. Et pour le centre de pharmacovigilance de Besançon, dont je fais partie, vous avez également nos coordonnées avec celui du portail des signalements créé par le ministère de la Santé, que vous pouvez retrouver sur cette adresse internet. Donc, je vous remercie de votre attention.